Pour nous guider un petit peu dans notre réflexion ce soir, on pense au thème de faire la paix avec notre esprit. Et souvent on a du mal à imaginer à quoi ressemblerait notre esprit s'il n'y avait aucune perturbation, aucune tension dans l'esprit, et même aucune négativité dans l'esprit. Est-ce qu'on peut recréer ce moment dans lequel l'esprit est complètement calme, paisible, un état dans lequel il se sent totalement libre, quand l'esprit est en paix? Il est comme une rivière avec un courant naturel, paisible. On sent aucun danger, aucun risque. Imaginons que nos pensées ne font que couler lentement, l'une après l'autre. On ne peut pas arrêter l'esprit, mais on peut le diriger. Faire en sorte que les pensées s'alignent. On peut avoir des pensées simples, des pensées de paix. Je peux me dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça appartient au passé. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce qui s'est passé. Je peux simplement diriger le présent, réaligner mes pensées. Et utiliser mes pensées pour faire des expériences. Si je me concentre sur la paix, je peux me dire que j'aspire à être un être de paix. Que j'aspire au jour où mon esprit n'aura plus aucune forme de violence, aucune forme d'agressivité. Et je sens que pour avoir des pensées de paix, ça demande quelque chose de beaucoup plus profond. De faire taire la colère, de faire taire les jugements, de faire taire l'impatience. Et de faire place à la pensée positive, à l'espoir, à la bienveillance. Et autant mes pensées sont le reflet de mon caractère, autant mes pensées façonnent mon caractère aussi, une à une. Alors je cherche à créer des pensées de plus en plus puissantes, des pensées vraies,
Je me dis qu'au fond de moi, ce que je cherche, c'est être en paix avec tous. Peu importe ce que sont les autres, peu importe ce que font les autres ou ce que disent les autres. J'aspire à rester un être en paix. Je n'ai pas besoin de prendre l'agressivité des autres. Je peux simplement l'observer. Rester détaché. Rester en paix. Comme si je devenais un gardien de la paix. Et en accumulant des moments de paix, je peux les utiliser au moment opportun. Et je redécouvre toute la grandeur que m'apportent ces pensées de paix. Dès que je reste en paix avec moi-même, je peux commencer à ressentir une plus grande appréciation pour moi-même. J'aime être comme ça, en paix. J'aime sentir que j'arrive à diriger cette énergie intérieure et de la garder paisible, non violente. Parce que cette paix se transforme facilement en bienveillance, en gentillesse. Elle s'exprime par des bonnes intentions. Mon esprit en paix peut entendre l'autre et peut comprendre l'autre. Et mon esprit en paix devient fort, devient stable. Alors je garde en moi toutes ces pensées de paix. Je les cultive et je leur donne du pouvoir. Bonsoir, vous allez bien? Pas trop paisible au point de vous endormir, ça va? J'ai toujours peur d'endormir tout le monde dans quelques minutes et puis tant que j'entends personne ronfler, je me dis que c'est bon signe. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ou non? Oui? Ok, je ne connaissais pas tous les visages. En bienvenue, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir le mercredi soir. C'est des soirées réflexion, box intérieure, donner des petites stimulations mentales pour voir comment on pense. Et je vous rappelle toujours la base de toutes ces soirées, c'est « je suis ce que je pense ». Et donc, tant que je ne change pas mes pensées, je resterai toujours le même. C'est pas plus compliqué que ça. Et si on aspire à devenir meilleur, à changer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on est, souvent, la philosophie du Raja Yoga, ça commence par changer mes pensées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être la petite annonce de la semaine, ceux qui sont adressés, il y a un atelier samedi à 13h30 jusqu'à 16h30. Un atelier qui s'appelle « Vivre pleinement sa vie », animé par Isabelle, ici présente, c'est ça? Et Vina. Oui, mais Isabelle nous anime ça avec ses
On l'a appelée Isabelle, Isabeille. C'est un des plus beaux noms, je trouve, qu'on existe. Hein? Et il faut s'inscrire à la réception. Je pense que c'est encore gratuit, non? C'est toujours gratuit. C'est jamais, on peut changer. Faire la paix avec son esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont en guerre contre son esprit? Est-ce qu'il y en a qui ont un petit problème territorial avec son esprit? Ou est-ce qu'il y en a qui ont plutôt l'impression que vous n'êtes pas en guerre contre l'esprit, mais que l'esprit est en guerre contre vous? Des fois, ce n'est pas nous qui sommes en guerre contre l'esprit. On lui veut que du bien à notre esprit. On se demande, est-ce que lui nous veut vraiment du bien? Si vous enregistriez vos pensées des dernières 24 heures, puis vous écoutiez ça ensuite, en vous demandant, est-ce que ce sont les pensées de quelqu'un qui me veut du bien ou quelqu'un qui est en train de me mélanger la tête, de me confondre dans toutes sortes de choses, de me bousculer dans des trucs? Qu'est-ce que vous pensez? On parle des fois d'un état d'esprit. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Mais c'est aussi dans quel état est notre esprit. Physiquement, on peut se faire un petit examen vite fait devant un miroir, des fois. On peut se peser, on peut se mesurer, on peut aller voir le médecin, on peut avoir un autre point de vue, on peut aller voir des experts, ils peuvent nous donner des diagnostics sur l'état du corps. Mais qui va nous donner un diagnostic sur l'état de notre esprit? Dans quel état est notre esprit? Avez-vous la moindre idée? Dans quel état est votre esprit? Est-il dans un état critique qui nécessite une réanimation immédiate avec un peu d'injection d'oxygène positif? Est-ce que votre esprit est en bon état? Est-ce qu'il fonctionne bien? Peut-être qu'il fonctionne bien quand il n'y a pas de problème, mais quand il y a un problème, est-ce qu'il fonctionne toujours bien? Dès qu'il y a une côte à monter, est-ce qu'il est capable? Ça va? Vous êtes en train d'analyser. On devrait faire un test, l'état de mon esprit en 18 points, pour vérifier dans quel état est notre esprit. À moins que je me trompe, la plupart des esprits sont dans un assez mauvais état. Simplement parce que, on ne connaît pas l'état de l'esprit dans sa pleine performance. Si on a une voiture pendant 20 ans, on s'habitue à sa défectuosité, non? On s'habitue au fait que, elle ne tourne plus beaucoup à gauche. Elle tourne bien à droite, mais à gauche, il faut faire attention. Elle ne freine pas très bien. Il faut mettre des cailloux devant les roues au cas où. Bon, il manque une fenêtre, c'est pas grave, on a mis un plastique. Mais on s'habitue, puis on finit presque par l'aimer comme ça. Est-ce que c'est pas un peu le cas des fois? Enfin, pas vraiment, mais on peut se convaincre qu'on aime la voiture même dans cet état-là, si on n'a pas les moyens de s'en acheter une neuve. Et si on était capable de passer de notre vieille voiture à la même voiture, mais dans un état neuf, je pense que là, on verra la différence. Là, on se rendrait compte que finalement, les tapis étaient vraiment sales. Puis le moteur, il était vraiment encrassé. Puis qu'elle ne fonctionnait pas si bien que ça. Et je pense que souvent, on s'habitue à ce que notre esprit ne fonctionne pas si bien que ça, mais on pense qu'il est finalement assez normal. Si on avait la capacité de se faire greffer un nouvel esprit qui fonctionne super bien, là, peut-être qu'on se dirait, waouh, c'est mieux un esprit qui fonctionne bien, non? Alors, quel est l'état de notre esprit? Et la fondation de toute la philosophie du Raja Yoga, tout ce qu'on fait en méditation, toute la spiritualité, à mon avis, repose sur une seule chose. C'est l'état de l'esprit. Si on commence à être capable de créer un esprit ou de donner à son esprit un état fonctionnel, stable, cohérent, positif, compétent, imaginez ce que ça peut changer. Imaginez ce que ça change lorsqu'il y a un problème puis qu'on se dit, il n'y en a pas de problème. C'est mieux, non? Que d'avoir un petit problème puis de dire, oh my God. Puis là, tu appelles tous tes amis puis tu dis, j'ai un problème. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ou il n'y a pas de problème? Quelqu'un nous dit quelque chose puis whoop, l'esprit part dans un espèce de tourbillon de pensées, de reproches, de jugements, de pourquoi, puis ça ne devrait pas, puis elle n'aurait pas dû, puis ça n'aurait pas dû être comme ci, puis ça n'aurait pas dû être comme ça, puis si ça avait été comme ci, puis si ça avait été comme ça. C'est ça notre état d'esprit?
Parce que c'est ça, l'écran de l'esprit, c'est le plus, je dirais presque audible. On entend notre esprit. Notre personnalité est plus subjective, on la voit moins, n'est-ce pas? Si on demande aux gens, décrivez-vous comme personnalité, ils ne savent pas trop décrire certaines choses, mais on connaît moins notre personnalité. Par contre, si on dit à quoi tu penses, ben là, écoutez, puis à moins que vous pensiez dans une langue étrangère que vous ne comprenez pas, mais ce que je ne vous souhaite pas, ça serait compliqué. Là. Si tu te mets à penser dans une langue que tu ne comprends pas, il faut peut-être retourner dans les paramètres puis changer la langue de fonctionnement. Mais la pensée, elle est une force qu'on peut entendre. On entend nos pensées. Parfois, le problème, c'est qu'elles sont assez négatives, mais on ne les entend pas. Et donc, l'esprit continue à penser et crée après ce qu'on appelle des émotions. Et ces émotions-là, après, on doit vivre avec. Elles sont très, très fortes. Hein. Alors, quel est l'état de la pensée? Quel est l'état de l'esprit? Et ça, si on peut avoir un effet sur l'état de l'esprit, peut-être qu'on va avoir un effet sur tout ensuite. Qu'est-ce qu'on change en premier? Notre façon de penser ou notre façon d'être? Est-ce qu'on peut changer notre façon d'être sans changer notre façon de penser? Si tu es inquiet, puis on te dit « Ok, sois pas inquiet ». Comment est-ce qu'on change d'être inquiet à pas inquiet? Il n'y a pas de... À moins que vous ayez un petit appareil à la maison, une application sur votre téléphone qui fonctionne, là, mais il n'y a rien qui peut nous changer d'inquiet en pas inquiet, comme ça. Ça va obligatoirement passer par une pensée. Soit vous êtes inquiet en disant j'ai perdu mon chat, il n'est pas rentré, je ne sais pas où il est. Puis là, quelqu'un vous dit je l'ai vu, il est juste là. Ah, ok. Il y a une pensée. Une pensée qui a été dans ok, c'est réglé, le chat est rentré. Mais tant qu'il n'y a pas un changement de pensée, c'est difficile de changer son état d'être. Et souvent, ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'on n'est pas capable de changer nos pensées. On aimerait beaucoup avoir des bonnes pensées positives, puis malgré soi, il y a une espèce d'avalanche de pensées négatives. Ça vous arrive, ça? Des avalanches, des éruptions volcaniques, des ouragans, des tsunamis. C'est pas juste dans la nature physique. Hein. Tous ces cyclones et ces catastrophes naturelles arrivent aussi dans notre nature, non? Intérieure. Ils sont de quelle force vos ouragans, vous? Il y en a des gros, échelle numéro 5. Pas Chanel numéro 5, ça c'est parfait, mais ouragan échelle numéro 5, échelle numéro 1. Toutes sortes de tailles dans les ouragans. Il y a des jours, je pense que certaines personnes traversent des tempêtes extrêmement difficiles, complètement incontrôlables. On perd le toit, il y en a, on en perd même les cheveux. Comment on appelle ça? J'ai oublié le terme technique, mais il y a des pelades. Ça existe quand il y a très grande nervosité puis des stress énormes. Ça crée un problème des pelades. Tes cheveux tombent, mais comme ça. Moi, j'ai déjà eu ça. Des moments dans la vie, là, ça te fait un tel effet que même physiquement, ça peut créer ça. Des gens ont des réactions physiques face à un stress. Qui ont un problème de la façon de s'exprimer, la façon de se comporter, la gêne. Ça surgit selon différents moments. Dans l'esprit, il est comme ça, il part dans des tempêtes, il part dans des éruptions volcaniques, dans des tsunamis. Et comment on contrôle ça? Pas facile, non? C'est bien beau quand quelqu'un nous dit sois positif, pense positif. Vas-y, toi. Vas-y dans le cœur de la guerre, là, puis vas-y, sois positif. Tu as 3 tanks qui sont en train de te tirer dessus, il faut que tu sois positif. Ça va bien, je me sens heureux. Tu te lèves le matin, tu as 8 terroristes devant toi avec des mitraillettes, il faut que tu sois positif. Ils vont pas m'atteindre, c'est sûr. Ils vont me rater, c'est sûr. Ils sont aveugles. Good. Il y a une question que je me pose au niveau de la dualité, parce que des fois on a des dualités. On va prendre quelqu'un qui
Tiens, on va vous proposer juste de prendre le micro parce qu'on est... des fois, les gens n'entendent pas dans la salle, puis d'autres n'entendent pas en ligne. OK. Le one, two, test. Ça va-tu? OK. Non, mais on va prendre quelqu'un qui fait il est gambler. Il sait qu'il ne faut pas qu'il joue, mais il y a comme une autre force qui va le pousser vers là. Donc, il y a une dualité qui s'installe, puis ça peut être dans une relation amoureuse qu'on peut considérer plus ou moins toxique. Exemple, les exemples peuvent être à l'infini, je pense. Mais cette dualité-là est au niveau de l'esprit ou... C'est une très, très bonne question. En fait, je dirais qu'il y a plus qu'une dualité. Il y a une trialité. C'est-à-dire qu'il y a dans la philosophie du Raja Yoga, il y a 3 forces qui sont toujours en action. Et la question est excellente. En fait, le cours qu'on donne sur la méditation commence avec cette dynamique entre l'esprit, l'intellect et les traits de personnalité. Ce qui fait que quand on prend l'exemple du joueur compulsif, qu'est-ce qui lui arrive? Il a développé une habitude, donc c'est devenu une habitude. On appelle ça comme un trait de personnalité ou un sanskara en hindi. Ce trait de personnalité-là, cette habitude, elle est ancrée en soi, elle est automatique. La deuxième portion de l'être qui est en jeu, c'est l'intellect. L'intellect, c'est qu'il y a le raisonnement, l'intelligence, le discernement, le jugement, la capacité de se concentrer, la capacité de prendre une décision, la capacité d'avoir une perception du bon, du mauvais, etc. Ça, c'est l'intellect. Et l'esprit, lui, c'est le pauvre petit perdu qui est dans un mauvais état, qui, lui, se retrouve à créer des pensées sous l'influence de toutes sortes de choses. Des influences extérieures et parfois des influences de ses habitudes ou de l'intellect. Alors, si l'intellect est confus, si l'intellect est faible, qu'il est plus capable de prendre une décision, qu'il est plus capable de dire, il va le dire, c'est pas bon, il ne faudrait pas que j'aille jouer. Mais l'habitude, le sanskar, la personnalité, elle est tellement forte qu'elle contrôle tout. Et dans ce cas-là, c'est les traits de personnalité qui sont les plus forts. Et ils prennent le dessus. L'intellect n'est pas capable à ce moment-là d'imposer un contrôle sur l'action. Tu as envie de manger un gâteau au chocolat, tu as toujours la tête qui peut te dire non, tu es diabétique, tu ne manges pas ton gâteau au chocolat. Mais qui va gagner? C'est le plus fort. Soit l'habitude est la plus forte, elle gagne, ou l'intellect est le plus fort et il gagne. En général, l'intellect, il est faible. Si l'intellect s'expose à une session d'1 heure de Raja Yoga, dans laquelle toute l'heure, c'est sur les méfaits du gâteau au chocolat. Puis pendant 1 heure, tout ce qu'on fait, on vous montre des gros gâteaux au chocolat, puis à côté, l'état de l'estomac, du foie, du pancréas. Puis après 1 heure, tu dis « Oh my God, c'est terrible ça ». Mais là, l'intellect, il a gagné un pouvoir qui s'appelle la conscience, qui s'appelle la concentration, qui s'appelle la perception. Et si temporairement, l'intellect gagne en pouvoir, il va être capable de contrôler l'habitude. Mais généralement, c'est temporaire, parce que l'intellect va se fatiguer, l'habitude va reprendre le dessus. Et qui est entre les deux? C'est les pensées. Les pensées viennent de l'intellect aussi. L'intellect peut, quand tu parles de dualité, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est mes tendances personnelles, mes envies, mes désirs, mes habitudes me poussent à penser « Ah tiens, je pourrais aller jouer ce soir, hein, c'est un mardi, là, c'est moitié prix, c'est bon ça, je pourrais y aller. » Puis hop, l'intellect répond en disant « Non, 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 non. T'as dit là, Raja Yoga, non, non, on fait pas ça. » Ouais, mais juste une fois. Non, 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 pas juste une fois. Tu sais, puis là, on se parle comme si on est schizophrène ou bipolaire. Ben, c'est parce que c'est 2 forces qui essayent de convaincre l'esprit d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et l'esprit n'est que le reflet, à ce moment-là, de l'intellect ou de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans les traits de personnalité. Il pourrait y avoir d'autres influences extérieures. Quelqu'un qui vient et qui nous dit « Tu ne vas pas aller jouer là ce soir. Comment ?» Puis hop, une autre influence encore. Ça fait changer les pensées encore. Donc l'esprit, il est bombardé de partout pour des pensées. Tu te promènes dans la rue, des panneaux publicitaires, ça nous rentre dans la pensée. iPhone 8 vient de sortir hier, c'est bon, ça c'est bon ça.
L'intellect laisse passer, super bon. iPhone 8, très très bon, c'est très bon. T'as pas d'argent, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis le sanskar, la tendance compulsive, j'en veux plus, j'ai eu le 6, j'ai eu le 7, là il faut que j'ai le 8, ben, la tendance est là. Donc tout le monde exerce une pression sur l'esprit. Ah ouais, je vais peut-être aller m'en acheter un. Puis il n'y a plus personne qui réagit pour dire non, sauf si on réveille l'intellect, puis qu'on va lui dire arrête. Vous voyez? Donc la dualité, elle est vécue intérieurement parce qu'on a différents organes. C'est comme exactement le corps, il y a un foie, il y a un estomac, il y a un intestin, puis tout le monde travaille ensemble. Mais un des trois qui déraille, tout le système déraille. Et nous, dans notre façon de fonctionner intérieure, que ce soit l'esprit, l'intellect ou les traits de personnalité, quand un des trois déraille, c'est l'intellect qui dit non. L'intellect a le pouvoir de décider, pas l'esprit. L'esprit, on dit souvent, il pense, il est juste comme, il pense à n'importe quoi, lui, l'esprit. Tu as une voiture qui passe, l'esprit dit, tiens, c'est une voiture. Après, tu as un chat qui passe, l'esprit dit, tiens, un chat passe. L'intellect peut dire, arrête, ne dis rien. Ok, la voiture passe, tu dis rien. Mais l'intellect doit dire à l'esprit, arrête. Alors, c'est un jeu entre les deux. Et c'est pour ça que quand on parle de faire la paix avec l'esprit, on va se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que juste de dire à l'esprit, tais-toi, sois en paix. Parce que le pauvre esprit, et c'est pour ça que je viens sur dans quel état est mon esprit. Si vous voyez une maison qui a été bombardée, c'est oh boy, c'était joli, ça avait l'air d'être très joli avant. Là, il n'y a plus de toit, toute l'aile droite a été endommagée, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus d'électricité, mais elle a sûrement été très belle la maison avant. Est-ce que mon esprit est dans cet état-là? Que j'ai déjà eu un esprit fonctionnel, mais là il était très abîmé. Pourquoi il était abîmé? Parce qu'en fait l'esprit, lui, il a une autre faculté. L'esprit, ce qu'on appelle en anglais « the mind », a la faculté de penser, mais il a aussi la faculté de ressentir. L'intellect, ce n'est pas l'intellect qui ressent. On dit souvent d'ailleurs que l'esprit est connecté au cœur, l'intellect est relié à la tête, au cerveau. Physiquement, il n'y a aucun lien. L'esprit n'est pas connecté au cœur physique, puis l'intellect n'est pas connecté au cerveau physique. Mais dans une métaphore figurée, l'esprit est ce qu'on associe souvent à le cœur parce que c'est là où il y a les émotions. Et l'intellect est souvent associé à the brain, le cerveau, parce que le cerveau est associé beaucoup à cet aspect intellectuel de réflexion d'ordinateur. L'intellect, c'est l'ordinateur de l'âme. Et nous, dans le Raja Yoga, on appelle l'âme la combinaison de ces trois organes. Comme on dit, le corps, c'est un ensemble d'organes, en fait. Tu mets un foie, un poumon, un cœur, un estomac, des intestins, des muscles, des os ensemble, ben, ça fait un corps humain. On met un esprit, un intellect, puis une personnalité ensemble, ça donne une âme. Et l'âme, elle est vivante. L'âme, c'est ça la vie. La vie, c'est l'âme. Et l'âme s'incarne dans un corps, ce qui est absolument la magie de la nature, que l'âme puisse venir dans un corps, clic. Ça clique, là, tu sens quand elle est bien rentrée, là, ça fait un petit clic. Puis en général, ça fait... Tu l'entends, là. C'est au début. C'est le début de la bande sonore, en général, c'est comme ça. Puis après, ça part. C'est ce qu'on appelle la vie. L'âme vit dans un corps. Et nous, dans la méditation, ce qu'on essaye de faire, c'est de ressortir la mémoire d'être une âme, de se dire, tiens, je suis une âme. J'ai un esprit, j'ai un intellect, j'ai une personnalité, mais je suis une âme. Et je vis dans un corps. Mais je ne suis pas un corps, je ne suis pas masculin ou féminin, je ne suis pas grand ou petit, je ne suis pas jeune ou vieux, ça c'est mon corps. Je ne suis pas canadien. Canadien, c'est mon corps est canadien. Made in Canada. C'est marqué. Pas l'âme. L'âme, elle n'est pas faite au Canada. L'âme, elle n'est ni chrétienne, ni juive, ni musulmane. Elle est âme, elle est vie, elle est énergie. L'âme, c'est juste une énergie. Ce qui est fabuleux quand même. Tu sais, moi, j'aime toujours l'exemple tout simple d'un DVD, par exemple. Tu regardes un DVD. As-tu la moindre idée si c'est un bon film ou un mauvais film? Aucune idée. Tu regardes un DVD, personne ne va se dire « Hey, ça, c'est un bon film. Hein. » Non. Il faut que tu le mettes dans une machine, il faut que tu aies un écran, il faut que tu aies branché tout ça, il faut que tu aies tout un appareil sophistiqué, très sophistiqué. Tu ne peux pas mettre ton DVD
dans la laveuse puis à regarder un film. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend un lecteur DVD qui est très spécifique puis qui est très fragile. Tu débranches un petit film, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'image. Ou ton image est toute brouillée ou tu as juste du son. C'est très fragile. Et de la même façon, l'âme rentre dans un corps. Si tu vois juste une âme, tu ne verras rien du tout. Aucune idée de ce que c'est. On ne la verra même pas, elle est invisible en plus. C'est compliqué. Donc tu ne vois rien. Mais l'âme, quand elle entre dans un corps, ce qu'on appelle s'incarner dans un corps, oups, le corps, ça y est, il se met à bouger. Puis elle est en vie. Puis là, le corps, il est très personnel. L'âme va dire des choses très personnelles. Il va y avoir une expression très personnelle de l'âme. Deux âmes qui rentrent dans des corps de bébés, enfin dans deux bébés différents, c'est possible, ça donne deux personnalités très différentes. Même si génétiquement parlant, ils ont un bagage génétique très semblable. Donc l'âme a un intellect, un esprit, des sens-cars, des traits de personnalité. Et ce qu'on veut voir ce soir, c'est juste comprendre l'état d'esprit, l'état de mon esprit. Et faire la paix avec son esprit, c'est de recommencer à travailler avec son esprit en paix, arrêter de sentir qu'on a un conflit avec son esprit, pour essayer de reprendre contrôle de son esprit. Et qui va prendre le contrôle de l'esprit? C'est l'intellect. L'esprit ne peut pas se contrôler lui-même. C'est l'intellect qui va prendre le contrôle de l'esprit. Et l'intellect va prendre le contrôle de l'esprit d'une seule façon, par ce qu'on appelle une prise de conscience, par une idée, par une information, par une éducation. On peut seulement changer nos pensées quand on change notre perception, notre compréhension. C'est pour ça qu'on peut dire à quelqu'un qui a une pensée négative et une pensée positive. C'est OK, mais c'est très dur. C'est très dur. C'est pas la même chose. J'ai une question. Oui, j'ai une question. Allô tout le monde. Dès à notre naissance, je vois que mon âme est sans péché, sans pas de souffrance. Ouais, peut-être que... Ouais, je comprends. Pas sûr. Non, OK. OK, mais supposons que... Admettons que... OK, admettons. Mais dans cette vie ici, Ouais. dans cette vie de ma vie, je sais qu'on a plusieurs vies, là, je sais. Mais on a des empreintes de nos anciennes vies, hein, la souffrance, Par ailleurs, OK. Où est-ce que tu vas aller? OK. Où que je vais aller? On va se comprendre à long terme. Pour faire un nettoyage pour redevenir une âme pure, une âme joyeuse, une âme libre. La solution pour nettoyer ces sens-corps-là, puis se nettoyer intérieurement, c'est le Raja Yoga. C'est-tu à force de méditer? C'est un type de savon assez populaire. C'est-tu de méditer plus avec... je veux savoir juste pour avoir une paix en moi, une guérison de mes sens-corps puis de mes... OK, je pourrais répondre à cette question, mais là, ça veut dire qu'on change le sujet de la conférence. Oui, hein? Ouais. Alors, je ne vais pas faire ça, parce que sinon, on va complètement partir ailleurs. Mais je vais juste essayer de te donner des éléments à travers le thème de ce soir. Il y aura peut-être des éléments, mais pas la recette complète. Je te donnerai la recette complète après. Parce que ça, c'est une question qui, pour y répondre honnêtement, c'est une grosse question, c'est un autre thème. C'est beaucoup plus large que là, on veut juste, c'est ça, le but du mercredi, c'est, on prend juste un petit bout, puis on dit, OK, on regarde ce petit bout ce soir. Ce petit bout ce soir, c'est juste l'état d'esprit. Je comprends. Comment est-ce qu'on fait la paix avec ça? Parce que chaque aspect de l'être est tellement fascinant. Mais là, régler toute la pureté de l'âme, OK. Mais on peut avoir une pensée positive et une pensée négative en même temps. On ne peut pas avoir une pensée positive et une pensée négative en même temps. Il y aura au moins une demi-seconde d'écart. Il y aura au moins un quart de seconde ou un millième de seconde d'écart. Un millième de seconde. Voilà. Un nanoseconde. Mais on est bipolaire, on est tous tripolaires, multipolaires. Alors, je reviens, parce que là où je voulais arriver avec l'état d'esprit, c'est parce que le combat
Parce que si je reviens au combat de l'esprit puis de l'intellect, je sais que l'intellect, je vais l'instruire avec la méditation, là. Mais on a un combat, j'ai un combat avec l'esprit puis mes pensées par rapport à cette vie-ci, là. OK, ben laisse-moi continuer, on va voir où est-ce qu'on va arriver, mais on va s'entendre. OK. On va s'entendre. L'idée, c'est que l'esprit, Ça fait du bien d'en parler. il est bombardé de partout. C'est ça l'idée, c'est que l'esprit il se fait bombarder par l'intellect, la dualité dont monsieur parlait, nos idées, le monde extérieur. Mais ultimement, ce qu'on cherche, c'est atteindre ce niveau de relation de paix avec l'esprit. Et c'est pas que moi l'idée d'avoir un esprit en paix, je le cherche encore en permanence. Tu sais, c'est pas un processus magique où tu ouvres l'interrupteur puis ça y est, l'esprit est en paix pour toujours. On est constamment dans un processus où on doit renégocier des traités de paix avec l'esprit. Il se fait constamment bombarder par des nouvelles armes chimiques ou biologiques ou autres, face auxquelles on n'avait pas les solutions jusqu'à maintenant et qu'on doit tout à coup combiner avec une autre réalité. Dans la philosophie du Raja Yoga, et c'est là où je vais aller plutôt dans la notion, puis ça va rejoindre un peu ta question sur la pureté de l'âme, qu'est-ce qui attaque l'esprit? Qu'est-ce qui fait que notre esprit, on n'est pas en paix avec l'esprit? C'est que foncièrement, dans l'être, il y a des forces négatives. On peut appeler des impuretés, mais c'est des forces négatives qui sont actives très facilement. Vous les connaissez très bien, nous on les identifie comme étant comme 5 de base, qui une fois mélangées donnent naissance à des centaines de variables très divertissantes. Et les 5 forces négatives de base, on appelle ça la colère, l'attachement, l'ego, l'avidité, la luxure. Je ne vais pas dans tous les détails de ces 5 forces-là parce qu'elles sont très intéressantes, elles sont reliées aux 5 éléments, elles sont reliées aux 5 aspects de soi, à des émotions très spécifiques, mais elles sont vraiment des forces primaires. Et elles sont toutes liées les unes aux autres, principalement à l'ego qui est une espèce d'attachement à une identité. On est très attaché à une identité. Et ça se traduit par, on est très attaché à des idées, à des opinions qui viennent avec. Puis là, on devient convaincu. Puis on n'aime pas quand quelque chose va à l'encontre de nos convictions ou de notre identité et qu'elle remet en question notre identité. Si on se croit le meilleur, puis quelqu'un questionne le fait qu'on n'est peut-être pas le meilleur, quelqu'un qui a de l'ego, donc qui est attaché à cette identité, va donc se mettre en colère. Il va utiliser la colère, l'agressivité, l'accusation, le jugement, l'intolérance, l'impatience. Il va utiliser ça pour essayer de rectifier la situation, pour redonner à l'ego « Ok, je suis le meilleur ». L'avidité, l'attachement, tout ça vont être des forces ensuite qui vont venir consolider l'ego. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu problématiques, c'est qu'ils se mettent tous les 5 l'un avec l'autre, puis là ils deviennent vraiment puissants. Et l'esprit, malheureusement, il est influencé par ça. Donc, des fois, on va avoir une pensée, mais la pensée, elle vient d'où? Si on a une pensée, qui m'énerve celui-là, il est-tu bête un petit peu? Ça vient d'où cette pensée? C'est pas une pensée gratuite qui vient de nulle part. Ça vient de la colère, ça vient du jugement, de la colère, l'ego. Puis après, c'est un mélange savant entre ces 5 forces-là. Quand tu prends 3 doses de colère, 2 doses d'ego et une dose d'attachement, ouch, ça fait mal. Tu prends 8 doses de colère, juste une dose d'attachement, ça fait un gros boom, mais tu pars après. Tu restes pas très longtemps. C'est toutes des variantes. Mais ils marchent ensemble. Les forces positives sont les opposés, puis elles vont marcher ensemble aussi. Mais le problème, c'est que l'état d'esprit, puis c'est là où je vais en venir, c'est que notre état d'esprit a été tellement affaibli par un manque de gestion saine que notre esprit a développé lui-même l'habitude d'être complètement éparpillé, de passer du coq à l'âne, d'être très faible. C'est-à-dire que les pensées sont... Vous vous souvenez, dans le cours de méditation, on dit qu'une pensée est caractérisée par 4 facteurs. La vitesse, la profondeur, la direction, puis la qualité. C'est ça qui définit une pensée. Puis si la pensée est trop rapide, superficielle,
négative, et puis elle va dans toutes les directions, ça devient ce qu'on appelle une pensée faible. Et ça, les pensées faibles, c'est comme manger de la nourriture qui n'a aucune valeur. Manger des sacs en plastique, vous allez voir, c'est... Après une semaine, là, normalement, vous avez un petit problème quelque part. Il y a des ingrédients qui ne sont pas bons, qui n'ont pas de valeur nutritive du tout, du tout. Après, il y a toute la... Si on va là-dedans, les métaphores sont toujours intéressantes. C'est les OGM, toute l'alimentation transformée génétiquement. On le voit aujourd'hui. À l'idée, c'était intéressant. Mais là, les conséquences à long terme sont désastreuses. La pensée peut fonctionner comme ça. Une belle pensée, mais on va la modifier légèrement. Je t'aime, mais... OK, on met une condition. OK, c'est un amour transformé génétiquement, un peu l'équivalent. Donc, c'est un amour transgénique. OK, il a l'air très bon, mais à long terme, il devient très négatif. Il devient conditionnel. Il y a donc de la jalousie, il y a de la colère, puis après, il y a de la violence, le contrôle. Tout ça, c'est lié, ça. Mais ça part d'un état d'esprit qui n'est pas très, très bon. Et c'est pour ça qu'on dit, mais dans quel état d'esprit tu étais? Peut-être que tu n'étais pas dans le bon état d'esprit. Dans le bon état d'esprit, on est disposé à comprendre, à accueillir, à recevoir, à accepter. Dans un mauvais état d'esprit, c'est très difficile. Des fois, les gens vont dire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais probablement dans un mauvais état d'esprit, ça n'a pas passé. Normalement, ça aurait passé, mais ce jour-là, mon état d'esprit n'était pas bon. C'est sûr qu'il est lié à l'intellect et aux traits de personnalité, mais ça reste quand même un état d'esprit. Peut-être qu'un pantalon qui est sale, on a le pouvoir de dire, regarde, il est sale, je le change. Mais on peut s'en foutre aussi, puis le laisser sale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la préoccupation. Puis à un moment donné, il va être plus que ça, il va sentir mauvais, puis il va attirer les rats ou je ne sais pas quoi. Mais le problème, ce n'est pas le pantalon. C'est qu'est-ce qui vient derrière? Et moi, on m'avait toujours dit une fois, quand j'exprimais le fait que je n'aimais pas trop faire le ménage, la personne me disait, ouais, mais tu sais, le ménage, c'est un peu traître, hein, parce que ceux qui n'aiment pas faire le ménage regardent quelque chose et disent, oh, c'est très propre. Pas besoin de passer à la balayeuse, c'est très propre. Tout va bien, c'est très, très propre. Puis la personne m'avait dit, fais un exercice. Quand tu dis ça, passe quand même la balayeuse. Et après, demande-toi à quoi tu penses. Puis si on fait l'exercice, tu dis, c'est propre. OK, passe le chiffon quand même. Après, en général, tu dis, OK, là, c'est propre. Et là, tu te rends compte qu'avant, c'était pas vraiment propre du tout. Mais on se disait que c'était propre. Et de la même façon, des fois, on ne se rend pas compte que notre esprit est vraiment mal propre. Ah, c'est correct. Non, c'est pas correct. Mais on n'a pas passé le chiffon, on n'a pas purifié l'âme, on n'a pas fait d'effort. Et donc, l'esprit s'est encrassé à long terme, depuis très longtemps. Il a développé lui-même sa faiblesse. L'esprit a développé lui-même sa faiblesse. Et à force d'être éparpillé, d'être superficiel, d'être de qualité négative, l'esprit est devenu faible. C'est pourquoi on va pouvoir parler à un moment donné la force de l'esprit, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir des pensées. D'où viennent les pensées puissantes? Ce n'est pas seulement une bonne pensée, mais ça va être de rééduquer l'esprit afin qu'il sache créer régulièrement des pensées de bonne qualité, concentrées sur une seule direction, profonde, lente. Ça va être un esprit fort. Mais c'est une rééducation. Ce n'est pas juste l'intellect qui peut dire tout de suite à l'esprit, OK, pensée positive, pensée profonde, essayez, vous allez voir, l'intellect a beau le hurler à l'esprit ne pourra pas tout de suite. L'intellect envoie des pensées à l'esprit. Oui. L'esprit est comme un haut-parleur qui a sa propre source d'idées, mais qui est le haut-parleur aussi de l'intellect, puis le haut-parleur des traits de personnalité. Quand on est un fumeur, la pensée vient « Ah, j'ai envie d'une cigarette ». D'où vient cette pensée « J'ai envie de fumer » ? Elle vient du sanskar, de la personnalité, de l'habitude. C'est l'habitude qui a créé la pensée « J'ai envie de fumer ». Et l'autre pensée peut être « Non, il faut vraiment que tu arrêtes, écoute ». Ça, c'est l'intellect qui vient de parler. Mais les deux se sont exprimés par l'esprit. Je vois un paquet de cigarettes avec un monsieur qui fume avec son chapeau de cow-boy sur un panneau publicitaire. « Ah, j'ai envie de fumer ». D'où vient la pensée du panneau publicitaire? On est bombardé de pensées. Et ce qui se passe, c'est que les négativités qui sont dans l'âme, quand elles s'expriment à travers la pensée,
ben, des fois, on a l'impression d'être incapable de contrôler ça. Et c'est ça qui crée la guerre en nous. La dualité aussi. On aimerait bien avoir des bonnes pensées, mais on s'en trouve incapable. Et on est manipulé par la pensée, on est manipulé par l'idée. Et quelqu'un nous fait du mal, puis on se dit, la semaine dernière, on parlait du pardon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pratiqué ça dans la semaine, tu sais. Avez-vous essayé? Pardon du cœur, pardon de la tête, essayer de changer sa façon de voir pour avoir une meilleure compréhension, être capable d'aller dans ce domaine-là pour ensuite avoir une bienveillance. Et c'est pas facile, hein? Avez-vous essayé? Avez-vous eu des bonnes raisons de... Oui, parce que sinon on va vous créer des situations qui nécessitent le pardon. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. Et l'idée de faire la paix avec son esprit, c'est, je pense, au départ pour moi, d'avoir la volonté d'avoir un esprit qui coopère avec nous, dans lequel on travaille ensemble, d'utiliser mon esprit. Et si on n'a pas cette espèce d'espoir que mon esprit peut devenir un espace inspirant, sécurisé, fiable, puissant, réconfortant, si je n'ai pas cet enthousiasme que mon esprit puisse devenir comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, si on a, mettons, 3 semaines de vacances dans l'année, puis vous n'avez aucune perspective de vacances qui vous inspire. C'est plate, non? Tu as 3 semaines, puis on te dit, tu pourrais aller à tel endroit. Non, ça ne me tente pas. Je suis allé l'année dernière, c'était nul. Tu peux aller voir ta mère. Oh my God, non. OK, c'est bon. Tu peux aller à tel endroit. Tu ne sais pas quoi faire avec tes 3 semaines. C'est nul, non? C'est un peu comme ça avec l'esprit. On a un esprit, puis on dirait à quelqu'un, « Hey, ton esprit, tu ne veux pas vivre le bonheur permanent? » C'est pas ça que j'ai vécu, en tout cas, depuis 25 ans. Tu sais. On a pu... avoir un intellect assez fort pour dicter ce que l'esprit peut penser. Oui, on peut avoir un intellect assez fort pour qu'il dicte à l'esprit quoi penser. Seulement, oui, c'est vrai, et il faut trouver les motivations pour que l'intellect ait cette capacité de donner de la force à l'esprit. L'esprit reste ce qu'on appelle souvent la nourriture de l'âme. C'est-à-dire qu'à la base, la qualité des pensées va affecter la qualité de mon intellect. Ça commence par les pensées. C'est ça le trick, c'est que mon intellect, qui a la capacité de comprendre, de percevoir, de dicter, de contrôler, mon intellect reste quand même vulnérable en fonction de la qualité des pensées. Et tant que je ne commence pas à changer mes pensées, mon intellect, il ne va pas se renforcer. C'est comme si physiquement, j'ai un manque de vitamines. Tu ne peux pas régler ça sans consommer de la vitamine. Il faut consommer de la vitamine. Puis là, le corps va retrouver sa capacité. Et l'intellect, lui, il mange des pensées. Sa nourriture première à l'intellect, ce sont des pensées. Et si les pensées positives sont multipliées, l'intellect va commencer à devenir plus fort. Il va commencer à trouver tout à coup la force de dire à l'esprit après, « OK, là, on va penser encore mieux positif. » Donc, la méthode pour renforcer l'intellect, ça va être ce que nous, on appelle la méditation. Et la méditation, c'est quoi? C'est manipuler, et j'utilise vraiment ce terme-là, la méditation, c'est de la manipulation de l'esprit, sachant que l'intellect est trop faible pour le faire tout seul, mes traits de personnalité m'envoient complètement à l'opposé. Donc, il faut que je manipule mon esprit pour l'amener en espèce d'état d'hypnose, afin qu'il se mette à avoir des super pensées, sans s'en rendre compte. Mais ces super pensées-là, subtilement, sont en train de commencer à changer mon intellect. C'est ça, la méditation. Le travail aussi renforce l'intellect. Le travail Le travail, manuel, tu veux dire? pas manuel, intellectuel. Oui, travail. Oui, on appelle ça souvent le travail intellectuel, la réflexion, le barattage, le raisonnement, contemplation. C'est vrai. On en fait, il faut en faire. Travailler, il faut faire barater les idées. Alors, être en paix avec créer la paix avec son esprit, c'est à un moment donné se dire quelle va être ma relation avec l'esprit. Et on avait une classe récemment qui nous disait, par exemple, si notre corps est malade, comment on réagit par rapport à ça? Puis des fois, on a tendance à être assez négatif envers son corps. « Ah, j'ai encore le rhume. Avec ça m'énerve. Je déteste avoir le rhume. »
Ah, j'ai mal à la gorge. Ah, j'aime pas ça, avoir mal à la gorge. Ah, j'ai mal au genou, maudit genou. Puis ça, on nous disait, si vous avez des pensées négatives envers le corps, quand vous êtes malade, c'est comme fouetter le corps. Puis on nous disait, un cheval, tu peux faire beaucoup avec un cheval si tu le caresses, si tu lui parles avec amour, si tu arrives à dompter ton cheval avec amour, tu peux lui faire bien des choses. Mais juste utiliser la cravache, il va y avoir d'autres problèmes à un moment donné. Il ne va pas fonctionner. Alors comment on fait fonctionner le corps? Comment on fait fonctionner l'esprit? Et des fois, on a plutôt tendance à être frustré avec son esprit, à vouloir refouler les pensées. Arrête! Tu sais, ça devient, on hurle après l'esprit. Tu dis ton système immunitaire va prendre le dessus. Le système immunitaire? Ouais. Ouais, s'il est fort, il faut qu'il soit assez fort, le système immunitaire. Mais l'esprit, il doit trouver sa source de vitamines, sa source de pensée positive. L'intellect est faible, il n'arrive pas à le faire tout le temps. Les traits de personnalité, oui, on a tous des bonnes qualités, ce qui nous fait créer des bonnes pensées. Les gens qui sont patients vont avoir la pensée, OK, je vais attendre un petit peu, ça va aller. On a ces traits de personnalité, on a des pensées positives, on a des bonnes pensées. On aime tous des gens. Puis quand on aime quelqu'un, notre esprit va dire des belles choses. Ah, je vais lui acheter telle chose. Ah, tiens, je vais lui offrir telle chose. Des bonnes pensées. Sauf que c'est une guerre. Il y a des bonnes pensées, puis il y a des mauvaises pensées. Puis on est pris entre les deux. Et souvent, le négatif prend le dessus. Et en général, le négatif a beaucoup plus de force que le positif. On dit souvent, le problème, c'est tu as un verre de lait, donc tu as 3 milliards de gouttes de lait, puis tu ajoutes une goutte de poison. Ben, ça te donne un verre de poison. C'est ça le problème. Et des fois, tu peux avoir un grand élan de générosité, de bonté, de bonheur et tout ce que tu veux, mais il suffit d'une pensée empoisonnée pour faire en sorte que ton état d'esprit, ça y est, il vient de tomber en morceaux. Ça n'en prend pas beaucoup. On dit souvent, c'est très dur de construire, c'est très facile de détruire. On dit toujours, ça prend combien de temps à construire un pont? Ça prend combien de temps à le détruire? Une seconde, tu détruis un pont. Comment on peut chasser des mauvaises pensées? Comment on peut chasser des mauvaises pensées? 2 approches qu'on propose. Une, c'est la méditation. Donc, encore une fois, s'exposer à des bonnes pensées. Il y a un truc, par exemple... Oui. C'est-à-dire qu'on va en ajouter. Il y a une métaphore qui est intéressante, une analogie. Des fois, sur le web, je ne sais pas si vous êtes familière avec les pages web et ça, mais dans le web, ce qui se passe, c'est si on cherche, je ne sais pas moi, méditation, il y a peut-être des mauvais sites qui vont venir tout de suite en début. Puis on dit, tu ne peux pas les enlever. Par contre, si on met plus de bons sites, à un moment donné, les bons sites vont venir au début. Donc, les pensées négatives, de juste dire, il ne faut pas que j'en ai, chasser les pensées négatives, c'est pas juste de dire à la pensée négative, pars. Ou il ne faut pas que tu l'aies. Ça ne marche pas très bien. Le mieux, c'est de dire, OK, tu es en colère, continue, c'est bon. Mais là, on crée des nouvelles pensées positives. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la pensée positive va prendre le dessus. Donc ça, c'est une façon. Puis deuxième approche qu'on suggère beaucoup, c'est il faut une réflexion. Comprendre d'où vient cette pensée négative. Il faut aller à la source. Il y a des jours où on n'est pas capable. Si on est en colère profonde, on n'est pas capable, dans le moment où le volcan est en éruption totale, puis c'est en train de brûler, mais alors là, la famille, le travail, la maison et tout ça, puis quelqu'un, mais explique-moi ton enfance, comment ça a été avec ta maman? Regarde, c'est pas le moment, là, je suis pas là-dedans du tout. Le thérapeute, là, il peut bien dire à l'autre, allonge-toi, on va se parler. Non, je suis en colère, j'ai envie de tuer quelqu'un, là, c'est, oh, bon, ok, c'est pas le moment de faire la petite thérapie sympathique, ça marchera pas. Il y a des moments où ça ne marche pas. Mais quand ça se calme un petit peu, qu'on est après en train de se dire « Wow, j'ai vraiment eu des pensées négatives ». Quand ça se calme un petit peu, là, il faut aller à la source. Puis se demander d'où viennent ces pensées négatives. C'était quoi? De la colère? Je me sens brimé? Je me sens pas respecté? J'ai du mal à accepter l'idée de l'autre? J'ai l'impression d'être... contrôlé par l'autre. Qu'est-ce qui crée cette pensée négative? Parce que si on ne trouve pas la cause des pensées négatives, on ne peut pas juste les effacer, on ne peut pas les refouler. Il faut aller à la cause. Quand on aura trouvé la source,
ben là, on va comprendre que ce qui me manque peut-être, c'est avoir confiance en soi. Donc, la pensée négative, elle est négative, mais en fait, la pensée positive, il faut qu'elle soit vraiment en réponse à cette pensée négative. Puis des fois, c'est pas la même chose que si on est en manque, je sais pas moi, d'estime de soi, puis qu'on utilise seulement des pensées positives du genre, je sais pas, non, je suis courageuse, je suis capable, ça va pas marcher. C'est pas courageuse ou capable que j'ai besoin de me dire, il faut que je me dise, je suis une bonne personne. Je suis une personne foncièrement correcte. OK, ça change tout. Vous voyez? Donc des fois, c'est comment est-ce qu'on va changer la nature de l'état d'esprit? Il faut aller voir la source. Vous aviez une pensée aussi? Ouais? Oui. De quelle façon on travaille quand, mettons, il y en a des faiblesses qui arrivent souvent, style, même que la personne travaille soi-disant son grand maximum, mais qu'il revient, il rechute toujours. Quand il y a beaucoup de faiblesses qui reviennent chez vous ou chez l'autre? Non, c'est un exemple en général, parce que C'est ça, mais vous dites... ça m'arrive souvent, des gens viennent me demander pourquoi est-ce que je reviens, par exemple, toujours avec le même homme. Moi, avant, je prenais du temps pour lui conseiller, essayer de voir un peu la balance, au pas m'emmêler, mais le résultat est le même. Et je me demande, je dis, comment est-ce qu'elle fait? Elle parle à notre voix que ça va mal, toute l'équipe négative, et en même temps, il y a une faiblesse Ça se répète. en elle qui revient. Et c'est avec des autres personnes, avec l'alcool ou les jeux au casino, par exemple. C'est quoi qui manque à ça? C'est pas les pensées, c'est les... Ben, là, vous parlez pour ceux qui sont en ligne, qu'on salue toujours, là, qui écoutent, mais c'est l'idée de cette espèce de ce qu'on appelle des schémas ou des... Moi, j'aime bien le terme des attitudes comportementales. Ce sont des comportements qui se répètent, qui reviennent, qu'on n'arrive pas à effacer, c'est ça? Puis on est dans des situations qui reviennent sans arrêt. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des sanskaras, des habitudes ou des traits de personnalité ou des attitudes comportementales. Et vraiment, ce que ça va prendre à long terme, puis là, on va rejoindre un peu le thème de Roberto, c'est, oui, il va falloir vraiment nettoyer en profondeur l'âme, mais le cœur de ça va être la prise de conscience. On dit souvent, il n'y aura jamais de transformation sans véritable prise de conscience. Puis les prises de conscience, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, « Hey, aie une prise de conscience. » Je fais ça quoi? As-tu ça sur une clé USB ou y a-t-il une chaîne sur Bell où je peux regarder prise de conscience? Il n'y a pas ça. La prise de conscience vient de, c'est un peu ce que Pierre disait aussi, c'est un gros travail à faire. Pour certains, c'est une thérapie. Pour d'autres, c'est un processus de Raja Yoga. Se nettoyer l'âme, c'est un gros processus. Mais à un moment donné, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Moi, pendant des années, j'opérais beaucoup avec traits de personnalité de dominance arrogante, l'ego, tu sais, vraiment très masculin, très intolérant, un pitbull spirituel. Tu sais, gentil, hein, avec du rouge à lèvres, mais pitbull spirituel. Puis dès que quelqu'un me plaisait pas, ben, je mordais. Puis bien, tu sais, ma ville natale s'appelle Morlaix. Je comprenais, elle s'appelle comme ça. Hein. Le nom de ma ville natale, c'est Morlaix, puis leur slogan, c'est « S'il te mord, Morlaix ». Alors, ça part mal, je veux dire. Ça part mal, puis ça parle mal ensuite. Et là, l'idée pour moi, c'était souvent, j'avais cette très, très, très grande qualité de pouvoir avoir du mordant. Donc, je répondais tac au tac, etc. Puis, on m'aurait dit à l'époque que j'avais un gros ego. J'aurais trouvé une belle formule pour ramener ça en pleine face de l'autre. Et non, j'avais pas de gros ego. Et ça a pris vraiment longtemps un jour pour que quelqu'un vraiment éclate devant moi et commence à aboyer plus fort que moi et me dire « Est-ce que tu te rends compte que ce que tu m'as dit hier, telle chose, ça là, c'était un gros ego qui dit ça. Puis ce que tu as dit ça, là, ça c'était vraiment arrogant. Puis c'est vraiment de l'orgueil mal placé. Puis ça, ce que tu as fait. » Puis elle m'en a sorti tellement, mais comme ça, que sur le coup, j'avais envie de mordre, puis elle ne m'a pas donné le temps de mordre. Puis à un moment donné, j'arrêtais pas de me dire « Oh my God, elle a vraiment raison. » Et là, je l'ai vu pour la première fois. J'ai vu mon ego. Et quand on a ça, c'est pas très joli, quoi. Tu te dis, aïe, 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 j'ai vraiment ça. Hein. Et tout ce que je pouvais dire, au fur et à mesure qu'elle me sortait toute ma liste, que normalement j'aurais dû rester au curé, là, mais c'est elle qui me faisait la liste de tous mes péchés, c'est d'ego. Je n'arrêtais pas de dire, aïe, 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 c'est pas beau, mais elle a raison. C'est épouvantable, j'ai vraiment comme ça.
Et là, c'est une prise de conscience. Ça a pris ça pour que je change. Quelqu'un qui est alcoolique, il peut ne jamais s'en sortir. Ou il peut un jour, je sais qu'il y a des thérapies, puis il y a des formules qu'on va utiliser. Tu manges tes émotions, tu bois tes émotions. Puis pour des gens, ça ne va rien faire, tout ça. Il va falloir qu'un jour, ils le réalisent eux-mêmes. Puis le jour où ils vont voir que c'est une bouteille de plus, où je perds mon enfant, peut-être qu'un jour, il va y avoir un déclic. Mais c'est une prise de conscience. On ne peut pas forcer la prise de conscience chez un autre. On peut essayer, mais des fois, c'est désastreux comme résultat. Dans le cas de la fille qui m'avait fait prendre conscience de mon ego, ça, je l'en ai toujours remercié. Mais depuis, aujourd'hui encore, j'ai des fois des pensées, puis je me dis, aïe, ça c'est encore mon ego. Hein. Alors, comment on jongle la justice et l'ego? Quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas correct, est-ce qu'on doit dire, tu m'as dit quelque chose de pas correct, on doit juste se taire parce que, ah ouais, là je boue intérieurement, pas parce que la personne m'a dit quelque chose, parce que j'ai de l'ego. Et c'est mon ego qui est pas content. Alors, et là, j'arrive, pour boucler la boucle, c'est l'idée de dire, quand on disait la semaine dernière, il y a le pardon de la tête puis il y a le pardon du cœur, l'état d'esprit qu'on veut retrouver, on veut retrouver un état d'esprit dans lequel on cherche à avoir ce que je décrivais tout à l'heure, cette volonté, cet espoir, cette motivation de se dire hey, « j'aimerais ça que mon esprit travaille mieux, qu'il crée des belles choses. » Et là, tout à coup, oui, j'ai de la colère. Oui, j'ai de l'impatience. Oui, il y a des choses qui m'énervent profondément. Mais je sais que mon ennemi, c'est pas ce qui vient de se passer. C'est ma réaction, c'est ma colère. C'est ça l'ennemi. Et si je commence à avoir la volonté, puis l'espoir, puis le désir de dire j'aimerais tellement ça être capable dans mon esprit là, de créer la bonne pensée. Ben, quand on commence à avoir cette motivation-là, cette volonté, on cherche les moyens de rétablir dans l'esprit des bonnes pensées. Et quand on est en colère, au lieu de dire oui, ok, c'est pas correct d'être en colère, mais deux, c'est de se dire à quoi je dois penser pour ne plus être en colère. C'est quoi ma vision plus élevée, plus sage, plus grande d'un point de vue humain, je veux dire, il faut que je sorte un petit peu de mon petit truc là qui m'énerve, tu sais, quelqu'un qui a garé sa voiture collée à la mienne. Ah mais ok, il y a un tremblement de terre au Mexique, là, il y a 200 et quelques morts. Hey, c'est-tu grave là que quelqu'un ait collé sa voiture à mon pare-choc? On se détache un petit peu, ce n'est qu'un pare-choc, la vie est très belle, il n'y a pas de problème. Mais si je suis très attaché à ma voiture, je peux en faire une crise. Puis il y en a qui, pour ça, là, vont aller casser la fenêtre de l'autre voiture, puis peuvent être complètement fous, juste pour un petit pare-choc. Bon, je donne cet exemple, mais quelqu'un qui vous dirait hier, là, vraiment, tu aurais pu au moins... là, ben, de quoi, pourquoi ça on réagit? C'est la même chose, c'est quelqu'un qui a mis son pare-choc un peu trop près du vôtre, puis là, vous réagissez. C'est juste des pare-chocs. Et là où on veut en venir, dans l'état d'esprit, c'est de se dire qu'est-ce que je dois trouver comme désamorceur de bombe? D'où je dois aller chercher une pensée pour que je me dise, avec cette pensée-là, j'aurai que de la bienveillance envers l'autre personne. J'aurai un sentiment plus élevé. Imaginez que quelque chose se passe. Mettez-vous dans la place d'un parent, d'une mère ou d'un père. Puis regardez la même situation. Ça paraît bizarre parce que l'individu ne peut pas être votre fils, évidemment, mais mettez-vous dans une position parentale, puis de voir que, tiens, la bienveillance est là. Quelqu'un vous fait quelque chose de négatif, au lieu de réagir, tu te dis, ouais, mais spirituellement parlant, il faut que je sois comme un exemple. C'est à moi de donner l'exemple. Ben, quand on a ce genre de pensée, on change notre sentiment, on change notre façon d'être, on change notre état d'esprit. Et l'état d'esprit, il a besoin de ça. Il a besoin de ces espèces d'espaces dans lesquels on fonctionne beaucoup mieux, avec des bonnes pensées, avec des pensées bienveillantes, avec des... Donc l'état d'esprit, faire la paix avec son esprit, c'est vraiment d'avoir cette volonté de travailler avec notre esprit, sachant que c'est lui qui a toutes les clés, le secret de la transformation, elle est dans l'esprit. Il faut que j'aille chercher dans l'esprit la bonne pensée, puis ça va tout désamorcer, ça va tout, les mauvaises pensées vont partir, les impuretés vont partir, la dualité va partir, la colère va partir. C'est juste qu'il faut que je trouve la bonne pensée. Et ça, la méditation nous aide, parce que la méditation, comme je dis, nous manipule temporairement, nous met dans un état second. C'est comme tu flottes dans un bain avec des bulles, puis des bonnes odeurs, puis la belle musique.
ben, c'est sûr qu'on se sent bien. Et c'est sûr que temporairement, on est invité à avoir des belles pensées. Mais moi, je le fais consciemment. Je sais que je me laisse manipuler. Mais je veux faire ça. C'est comme quand je... Faire un nettoyage. C'est comme quand je vais me faire masser. Je sais que c'est pas normal. J'ai jamais tout le temps quelqu'un qui me masse. C'est dommage, mais c'est temporaire. Ça dure 1 heure. Puis pendant ce temps-là, ben... tout ton corps, il libère une énergie incroyable. Ben, c'est ça. La méditation, c'est un massage spirituel. Puis on le fait volontairement. Puis on sait qu'après, ça va aller mieux. Puis que c'est un état un peu plus mou que d'habitude. Mais on en profite. On se dit, pendant cette heure-là, mon intellect est un peu reposé. Il n'a pas à forcer. Mes traits de personnalité sont un peu désactivés. Puis une musique extérieure, une méditation extérieure m'aide à changer mes pensées. Et ces pensées-là vont aller donner de la force à mon intellect. Puis tu te dis, tiens, j'ai 1 heure ou une demi-heure ou 10 minutes pour donner à mon intellect un peu de pouvoir. Puis ça, c'est un mécanisme qu'il faut... C'est pour ça que l'état d'esprit, il n'est pas que dépendant de l'intellect et des traits de personnalité. Il doit créer lui-même. C'est un espace de création, méditation. Oui, c'est un espace de création, c'est un espace de révélation, d'expérience. Qu'on peut faire d'ailleurs maintenant. Je sais que ça ne répond pas entièrement à toutes les questions, mais c'est des grands sujets de réflexion. Mais là, c'est juste l'idée. Mais c'est prouvé maintenant que la méditation a vraiment des effets sur le cerveau. Ah ouais, la méditation, c'est prouvé. Par Hein. IRM, c'est vérifié. Ouais. C'est connu comme une forme de médicament. Ouais. Pas de médicament, mais comme. Ah, Réguler la neurochimie du cerveau. on dit ça, la médication et la méditation, ça va bien ensemble. C'est reconnu. Là. Alors, je propose des petites pilules, des petites pensées sympathiques. Il y en a toutes les couleurs. Alors, partons un petit peu dans un espace intérieur de méditation pour quelques minutes. On prend le temps de bien se détendre aussi physiquement. Prend le temps de bien respirer, de détendre toutes les parties de son corps. Prenez des grandes respirations profondes. Comme si on libérait le corps aussi de toutes sortes de tensions intérieures. Comme si on libérait de l'espace à l'intérieur. On remplissait d'air le corps. Pour ensuite le vider de son air. Et intérieurement, on veut faire exactement la même chose avec notre esprit. Inspirer de très grandes pensées bénéfiques, positives. Et expirer toute forme de pensée négative, toutes les tensions de l'âme. J'inspire la paix. Et je laisse sortir toutes les tensions, toutes les formes d'agitation intérieure. Et je laisse entrer en moi, à travers mes pensées, une acceptation totale. Tout ce qui est là, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui va se passer. Je l'accepte. Parce que je ne peux pas le contrôler. Et je laisse sortir de moi toutes les résistances, toutes les formes de freins que je mets sans arrêt à ce que disent les autres et à ce que font les autres.
Je laisse entrer en moi des vagues de paix. Et je laisse entrer en moi des vagues d'acceptation. Et je fais entrer en moi des vagues de bienveillance. Juste de vouloir générer le bien autour de moi. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Je cherche à générer ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de bien. Alors je laisse entrer en moi des vagues de bienveillance. Et je laisse sortir de moi toutes les formes de jugement, toutes les formes de rejet. Je fais de la place pour la bienveillance. Et je vois que cette bienveillance est directement reliée aux vagues de paix et aux vagues d'acceptation. Et plus je ressens de paix intérieure, plus je ressens ma capacité à accepter toute chose. Et plus il me paraît naturel d'être bienveillant, de ne vouloir que le bien en moi, de chercher à créer le bien dans mon esprit, de créer le bien dans mon intellect, ma vision des choses, ma compréhension des choses, et créer le bien dans ma personnalité, dans mes attitudes, dans mon comportement. Et rechercher à créer ce bien en moi, c'est avoir cette bienveillance envers moi-même. Et je sais qu'au fond de moi, je suis un être bienveillant, rempli de bonnes intentions. Et que foncièrement, je souhaite la paix et le bonheur à tous, sans les juger, sans les rejeter. Et sans me sentir agité face à ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ou face aux situations extérieures. Alors je laisse entrer ces vagues de paix, ces vagues d'acceptation. Et ces vagues de bienveillance.
Ben, je pense que c'est terminé. Alors, bonne soirée, bonne semaine. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Et puis, bien, voilà, soyons en paix avec notre esprit, bienveillant. Om Shanti.